Aujourd'hui, on va aborder la thématique de la localisation éco-responsable des entreprises. Donc, si vous êtes 100% de télétravail, l'adresse n'est plus un sujet. Mais de plus en plus, on voit les employeurs basculer ou rebasculer vers un modèle d'organisation hybride ou présentiel. Dans ces situations-là, la localisation elle devient vraiment critique. Pour faire venir les talents au bureau, l'emplacement doit être un aimant et non une contrainte. C'est là que se joue la partie. Un bureau bien situé, c'est un moteur pour la collaboration, la réussite de vos intégrations et surtout de la force de l'esprit d'équipe. Bref, si on veut que les gens collaborent vraiment, le lieu n'est plus un détail logistique, c'est vraiment un levier de gestion. Pour discuter de cette thématique, on a le plaisir de vous présenter une conférence par Amandine Rambert, qui est urbaniste et directrice de projet à Vivre en Ville. Ça fait maintenant près de 15 ans qu'elle s'intéresse à la localisation des activités dans le cadre de son travail à Vivre en Ville. Donc, je te laisse la parole, Amandine. Merci, bonjour à tous. Merci de prendre le temps avec nous sur votre heure de dîner. Je vais vous parler de la localisation des bureaux et des bureaux seulement, donc avec des employés devant des ordinateurs. On ne va pas parler d'activité industrielle ou de vente aux particuliers, mais bien de localisation des bureaux. Ma présentation va être en 5 parties. D'abord, je vais vous expliquer le concept de la localisation éco-responsable. Ensuite, les bénéfices d'être bien localisé. Je vais vous présenter un outil pour mesurer le bon endroit, des éléments pour dépasser les obstacles aux bonnes localisations, et puis quelques petites informations sur ce qui s'en vient dans notre cours. Donc, à Vivre en Ville, on travaille depuis très longtemps sur la localisation et on soutient les entreprises avec le concept de localisation éco-responsable. Pourquoi s'intéresser à ce sujet? Parce qu'il conditionne en grande partie les déplacements dans nos villes, alors qu'il est complètement dans l'angle mort des stratégies de développement durable de la plupart des entreprises. Une décision immobilière est éco-responsable si elle intègre des principes environnementaux, sociaux et éthiques. La localisation éco-responsable va contribuer à la prospérité économique de l'organisation, tout en bénéficiant aux employés, au tissu économique, à la collectivité dans son ensemble et à l'environnement. Elle se base sur 4 grands principes. C'est un lieu qui apporte une plus-value économique à l'entreprise. L'entreprise peut alors utiliser ses locaux comme une vitrine ou comme une carte d'affaires. C'est un lieu qui offre un deuxième milieu de vie aux employés. Ils choisissent leur milieu de vie avec leur domicile, mais c'est l'employeur qui choisit le milieu de travail qui peut leur offrir un deuxième milieu de vie qui soit de qualité. Il affirme ainsi sa marque employeur et facilite le recrutement et la rétention des employés. C'est un lieu qui permet de limiter les distances depuis et vers le travail, mais aussi la nécessité de les faire en voiture. Or, on sait que la distance parcourue et le moyen de transport déterminent l'empreinte écologique des déplacements. La voiture est beaucoup plus émettrice de gaz à effet de serre que le transport en commun ou le vélo. Un emplacement éco-responsable réduit donc l'empreinte écologique des déplacements liés au travail. Et enfin, c'est un choix de site bénéfique pour la collectivité qui profite à tous. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Si on regarde déjà à l'échelle de la région, ça veut dire choisir un emplacement situé au centre de tout, au centre du bassin d'emploi visé, du réseau d'affaires, dans les régions qui sont dotées de transports en commun, là où convergent les parcours de transport en commun, en particulier les lignes les plus performantes, mais aussi dans un pôle stratégique pour la planification municipale, d'autant que ça veut dire que la municipalité va continuer d'y investir dans le futur. Dans la plupart des milieux, c'est le centre-ville qui offre les localisations les plus éco-responsables. À l'inverse, si l'accès par l'autoroute est le principal argument pour la localisation, alors la localisation ne sera probablement pas éco-responsable. À l'échelle du quartier, on va choisir un quartier qui soit un argument d'affaires, soit parce qu'il est prestigieux, soit parce que les clients et employés ont envie de s'y rendre, parce qu'il est agréable, parce qu'il y a des bons restaurants, des services à proximité, par exemple. Ça veut dire qu'on va privilégier un milieu de vie complet qui soit habité, qui est une offre de loisirs, de services et de commerce. À l'inverse, s'il n'y a aucune option sur l'heure du dîner quand on a oublié son lunch, c'est probablement pas une localisation éco-responsable. À l'échelle de la rue, ça va être un emplacement qui permet à l'entreprise de profiter des services offerts par les voisins, notamment les services de proximité, dans un cadre qui soit invitant, grâce à des trottoirs et des traversées piétonnes sécuritaires. À l'inverse, si l'entreprise doit payer pour offrir une cafétéria ou un gym sur place parce qu'il n'y a rien d'accessible autour, c'est probablement pas une localisation éco-responsable. Évidemment, les entreprises dépendent de l'aménagement du territoire et des autorisations des villes pour implanter leurs bureaux quelque part. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des municipalités et des MRC sur la planification du territoire, donc où les villes décident d'autoriser les activités de bureaux, les activités industrielles, où elles favorisent l'émergence de milieux de vie intéressants.
On travaille aussi sur l'amélioration des milieux de vie les mieux localisés et des infrastructures de transport. On a notamment publié l'ouvrage Bâtir au bon endroit, que vous voyez à l'écran, pour outiller ces acteurs et faire en sorte que les entreprises aient plus de choix de localisation éco-responsable dans leur région. Maintenant, pourquoi une entreprise devrait-elle viser une localisation éco-responsable? Beaucoup d'organisations sont revenues du télétravail 100% et la plupart des employés de bureau sont soit en présentiel, soit en mode hybride, comme disait Thalie tantôt. Les entreprises ont mesuré les gains pour la collaboration de leurs équipes, pour l'esprit d'équipe ou encore pour l'intégration des nouvelles recrues. Le télétravail a par contre bien des avantages et il devient crucial pour l'entreprise de donner envie aux employés de revenir au bureau, de leur faire accepter le navettage et la proximité de leurs collègues fatigants peut-être. Ça passe par plein de stratégies, des nouvelles règles de vivre ensemble, un aménagement confortable pour les bureaux, plus de salles de rencontre qu'avant, mais aussi par une localisation attrayante. La localisation éco-responsable serait le principal facteur d'attractivité et de rétention de la main-d'œuvre. Si on offre aux employés un deuxième milieu de vie avec des services, mais aussi un milieu de travail proche et accessible par différents moyens de transport, on va diminuer le roulement des employés. Ça, c'est un argument de poids lorsque le contexte d'embauche est difficile, et notamment dans certaines industries comme les plus technologiques, d'autant que le départ d'un employé coûte entre la moitié et 2 fois son salaire annuel en frais divers. Et on sait aussi qu'une localisation éco-responsable tend à attirer les employés avec un haut niveau d'études. Aux États-Unis, les professionnels qui ont une maîtrise ont 20% plus de chances de travailler en ville qu'en banlieue. C'est aussi une tendance qui s'accentue avec la nouvelle génération de diplômés. Une localisation éco-responsable, elle est accessible par tous les moyens de transport, y compris les modes actifs, donc la marche, le vélo, les trottinettes électriques, etc. Ça permet aux employés de se rendre à pied ou à vélo au travail, d'intégrer une activité physique à leur routine quotidienne et d'être au final 20% plus productifs. Ça se traduit pour l'entreprise en réduction de coûts de l'absentéisme et en coûts de santé. La localisation éco-responsable tend à diminuer le temps et les distances de navettage des employés et donc leur exposition à la congestion routière et à ses retombées négatives qui sont connues, documentées en matière de productivité, mais aussi en termes de santé mentale. Il y a des expériences de déménagement d'entreprises de Seattle qui étaient en banlieue et qui ont déménagé vers le centre-ville, qui ont montré qu'un quart des employés étaient prêts à accepter une diminution de salaire en échange d'un temps de transport significativement plus court. Or, si on fait gagner 10 minutes de trajet à un employé, il va réinvestir environ la moitié de ce temps dans sa vie personnelle, mais la moitié dans le travail. Et à la fin de l'année, ça peut faire jusqu'à une semaine de productivité en plus pour l'entreprise. Beaucoup d'entreprises s'engagent sérieusement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et d'habitude, quand on parle des bureaux, elles ciblent surtout leurs bâtiments avec des efforts d'efficacité énergétique. Et donc, ces émissions-là tendent à diminuer. Le navettage représente pourtant beaucoup, beaucoup plus de GES, gaz à effet de serre, et ces GES continuent d'augmenter. Alors pourquoi c'est dans leur angle mort? Parce qu'il y a cette idée que c'est une responsabilité des employés de se déplacer pour aller au travail. En fait, moi je crois que c'est une responsabilité partagée entre les employés qui choisissent leur domicile et l'entreprise qui choisit ses bureaux. Pourquoi? Parce qu'on a fait une étude en 2017 sur les déplacements attirés par différents pôles d'emploi qui a montré que les pôles situés loin du centre attirent des déplacements beaucoup plus longs en moyenne et en distance que les centres-villes qui attirent aussi beaucoup plus d'employés en transport en commun, à vélo et à pied. Ici, vous voyez l'exercice qu'on a fait pour 3 pôles à Sherbrooke, le centre-ville, la rue King West, qui a un poids carbone de 9% plus élevé que les déplacements. En fait, pardon, les déplacements en direction du pôle King West ont un poids carbone 9% plus élevé que ceux du centre-ville. Et ceux du pôle Fleurimont au nord, assez excentré, c'est 119% en plus parce que c'est des déplacements plus longs et plus faits en automobile. Donc le choix de localisation des employeurs influence directement les déplacements et leur empreinte écologique. Même si on reste sur la question du bâtiment, une localisation éco-responsable représente jusqu'à 13 crédits LEED aujourd'hui, soit le tiers des points nécessaires pour être certifié. Et ça, c'est une tendance qui se maintient année après année au fil des ajustements de la certification LEED. La localisation éco-responsable peut soutenir l'économie locale et créer des synergies. Parce qu'elle attire des employés tous les jours sur place, une entreprise située dans un pôle d'emploi
mixte et dense va créer un achalandage, un marché, qui soutient directement en moyenne l'équivalent de 15% de sa superficie en commerce à distance de marche. Pour 1000 mètres carrés de bureau, c'est 100 mètres carrés de commerce et 50 mètres carrés de restaurant. Donc c'est énorme. Et soutenir l'économie locale, c'est aussi affirmer son leadership et sa visibilité dans son industrie et au sein de sa communauté. Si vous aviez quelques idées à retenir sur les bénéfices d'une localisation éco-responsable, j'aimerais que ce soit l'idée qu'elle contribue à l'image de marque de l'entreprise. Ici, vous voyez nos locaux à la Maison du Développement Durable à Montréal, à la Place des Arts. Nos locaux sont en soi une carte d'affaires. L'idée aussi que la localisation éco-responsable améliore la marque employeur pour une entreprise désirable et l'idée qu'elle améliore la qualité de vie des employés au travail et dans leur navettage pour une entreprise bienveillante avec ses employés. Finalement, c'est l'idée d'avoir des employés qui ont envie de se rendre au bureau. Restait un outil concret à développer qui permettrait d'évaluer l'éco-responsabilité d'un emplacement donné, indépendamment du bâtiment ou de l'aménagement du local. Et c'est ce qu'on a développé avec la plateforme web localisation-écoresponsable.com, qui est confidentielle et gratuite. Pour une localisation qui veut... pardon, je recommence ma phrase. C'est une plateforme qui est utile pour soit une entreprise qui veut évaluer son adresse actuelle et faire l'auto-certification de sa localisation, soit une entreprise qui souhaite installer ses bureaux dans la région, par exemple parce qu'elle arrive en fin de bail et qu'elle souhaite comparer les emplacements entre lesquels elle hésite. Et ça peut être aussi pour un investisseur immobilier qui a une ou plusieurs occasions d'acquisition possibles et qui souhaite les comparer au regard de l'éco-responsabilité. Donc, comment ça fonctionne? On se connecte pour pouvoir retrouver son tableau de bord par la suite. On rentre une adresse et on répond au questionnaire de 20 questions à l'aide de la carte à droite ou des ressources externes qui sont indiquées. À chaque fois, c'est des réponses par oui ou par non. Les questions ont été conçues de sorte à obtenir les réponses les plus objectives possibles pour limiter au maximum la subjectivité du test. Les questions sont pondérées sur un total de 100 points. Ça prend un minimum de 60 points pour que la localisation soit considérée comme éco-responsable. Et ensuite, il y a 3 paliers dans la certification: adéquat, remarquable et exemplaire. À la fin, on obtient 2 indices. L'indice de la situation actuelle, mais aussi l'indice de la situation dans 5 ans, parce qu'on va tenir compte de l'évolution du secteur et des projets annoncés. Par exemple, dans la région de Québec où je suis, je pourrais tenir compte de l'arrivée du tramway pour évaluer des emplacements situés à proximité des stations projetées. Comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque fois que je réponds non à une question, le questionnaire me demande si je pourrais répondre oui d'ici 5 ans en tenant compte des projets annoncés. À la fin, j'obtiens une auto-certification avec mes 2 indices et une synthèse des points forts et des points faibles de la localisation qui a été étudiée. Et si vous faites l'exercice pour plusieurs adresses, vous avez un tableau de bord qui va regrouper vos résultats. En complément des critères de sélection habituels comme l'échéance, le coût, la superficie, etc., et des besoins spécifiques de l'entreprise, le tableau de bord permet de comparer l'indice d'éco-responsabilité des emplacements entre lesquels vous hésitez. Les critères et la pondération ont fait l'objet d'une longue réflexion, de nombreux ajustements au fil des tests qui ont été faits sur de nombreuses localisations au Québec. Puis là, j'ai une photo de Cinétique et j'en profite pour vous en parler un petit peu. Ça, c'est à Trois-Rivières. C'est une entreprise qui a choisi de localiser ses bureaux au centre-ville. Elle a bénéficié d'un programme en fait d'Idées Trois-Rivières, l'organisation de développement économique, qui voyait l'immense potentiel du centre-ville à offrir des localisations éco-responsables pour les bureaux, mais le centre-ville avait très peu d'offres de locaux. Alors Idées Trois-Rivières a acheté des immeubles et aménagé des locaux pour les offrir à la location, avec des bureaux un peu clés en main si on veut. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bureaux au centre-ville dont les employés peuvent bénéficier des services et les entreprises peuvent contribuer à rentabiliser ces services. Donc c'est un cercle vertueux. En complément de la plateforme localisation-écoresponsable.com, Vivre en Ville a publié une pochette avec 8 fiches pour outiller les décideurs et les organisations qui soutiennent les entreprises, notamment les centres de gestion des déplacements, les chambres de commerce, les sociétés de développement économique et bien sûr les municipalités. Les fiches permettent d'aller plus loin, notamment dans l'élaboration de stratégies de localisation éco-responsable. On a par exemple proposé 3 grands profils d'entreprises. C'est volontairement très simplifié. Le profil 1, ce serait des petites entreprises type bureau de service avec une faible croissance et peu d'employés qui vont privilégier leur clientèle.
Le profil 2, ça va être des petites entreprises, mais en forte croissance, de type start-up, avec un nombre fluctuant d'employés qui vont prioriser, elles, la croissance. Et le profil 3, ça va être des grandes entreprises en vitesse de croisière avec beaucoup d'employés et qui vont privilégier leurs employés. Pour les entreprises du profil 1, type bureau de service, deux stratégies intéressantes de localisation éco-responsable: se démarquer de la concurrence par un ancrage local et s'impliquer dans la vie économique du quartier. C'est ce qu'a fait 4CPA, un cabinet de comptables de Gatineau, en choisissant une localisation dans une maison ancienne du vieux Hull, à Gatineau donc. Cet emplacement central permet de desservir un large territoire et de participer à l'image de marque de l'organisation. L'environnement d'affaires, l'ambiance, l'animation du vieux Hull vont placer l'entreprise en quelque sorte au cœur de l'action. Et en plus de ça, l'entreprise profite de nombreux restaurants à proximité pour organiser ses rencontres d'affaires. Pour les entreprises du type 2, type start-up, pour pouvoir embaucher au rythme de la croissance de l'entreprise, on peut viser un milieu de vie attrayant qui facilite le recrutement et la rétention des talents, et être visible auprès de l'industrie et accéder facilement à la communauté d'affaires en étant facilement présent aux activités de réseautage, par exemple. C'est ce qu'a fait Compagnon, anciennement Sigmund, une entreprise de services numériques de Québec qui a choisi de s'établir à Saint-Roch, le quartier des jeux vidéo et des entreprises de nouvelles technologies. Un des associés résume ça de la façon suivante, je cite: Nous avons vu dans Saint-Roch la chance de non seulement nous rapprocher de nos clients, mais aussi d'offrir un milieu de vie de qualité à nos employés. L'accès en transport en commun y est très facile et l'abondance de boutiques et de restaurants rend leur quotidien plus simple et plus agréable. Pour le profil 3, les grandes entreprises, deux stratégies éco-responsables intéressantes: affirmer son leadership en développement durable auprès de l'industrie et du grand public avec une localisation qui incarne ses valeurs, et diminuer le navettage automobile en misant sur une offre performante de transport collectif. Il y a beaucoup d'exemples inspirants, notamment dans les grandes assurances. Et ici, je vous ai présenté Industrial Alliance, qui est présent sur Grande Allée à Québec et dans le quartier McGill à Montréal. L'entreprise accorde une grande importance à la proximité des commerces, services, transports en commun pour attirer ses employés et locataires dans ses bureaux. Pour aller un cran plus loin, on peut analyser les obstacles à la localisation éco-responsable, parce que oui, il y en a beaucoup, sinon tout le monde le ferait. Et on va voir ensemble comment les dépasser. Je vous ai listé 5 grands obstacles. Le premier, ça va être la tentation de choisir le coût au mètre carré le plus faible, la tentation de prendre des superficies plus grandes que les besoins pour anticiper les besoins futurs, la tentation de regrouper les activités de bureau avec d'autres activités de l'entreprise, par exemple des activités industrielles ou de vente, pour optimiser ces activités, la tentation de ne viser que l'accessibilité en voiture, et la tentation de se rapprocher d'une partie de ses employés dans l'objectif de réduire leur navettage. Commençons avec la question du coût. Le coût, c'est un des paramètres les plus importants du choix d'un nouvel emplacement pour des bureaux. Je vous apprends rien, mais c'est pas le seul, bien sûr. Il y a la superficie, la visibilité, les délais, le prestige des locaux, la proximité au réseau d'affaires ou à la clientèle, et la proximité des infrastructures de transport. Pourquoi choisir en fonction du coût au mètre carré? C'est problématique. Parce qu'en raisonnant en termes de budget, on risque de disqualifier des emplacements éco-responsables, parce que leur valeur foncière et le loyer tendent à diminuer en périphérie, dans la plupart des villes en tout cas. Évidemment, ça dépend de l'âge et du prestige des locaux. C'est pas pareil pour des bureaux de classe A que pour des bureaux de classe C. Pour une localisation non éco-responsable, par exemple aux limites de la ville, peu attractif pour les employés, uniquement accessible en auto, il y a des coûts cachés pour l'entreprise. En particulier, le roulement des employés va entraîner des frais liés au départ, au recrutement, à la formation des nouveaux, à l'image de marque employeur. Aussi, la rareté, voire l'absence de services à proximité du lieu de travail va inciter certaines entreprises à en offrir sur place. Cafétéria, gym, garderie, nettoyeur, navettes pour accéder au transport collectif ou aux villes voisines. Tous ces services-là, souvent, qu'ils soient externalisés ou non, ils vont représenter un coût élevé et occuper une grande superficie. À l'inverse, une localisation éco-responsable permet d'envisager les services offerts par le quartier. Donc, l'entreprise a intérêt à voir plus large que le coût au mètre carré, à considérer aussi les coûts évités
et les bénéfices associés à un choix éco-responsable, y compris en matière de chiffre d'affaires, avec l'augmentation de la productivité et de l'engagement des employés. Prévoir de grandes superficies. Les entreprises ont tendance à viser plus grand que les besoins immédiats pour pouvoir croître sur place, parce qu'on sait que chaque déménagement, c'est coûteux, c'est pénible pour l'entreprise et pour les employés. Mais le problème, c'est que l'offre de sites de grande superficie est généralement plus limitée dans les milieux bâtis et surtout dans les milieux anciens. Les grands locaux représentent généralement un coût plus important dans le centre-ville. Ici, c'est centriste. Puis sur la carte, vous avez en jaune les emplacements de plus de 10 000 pieds carrés disponibles et il n'y en a aucun qui soit disponible au centre-ville. Le centre-ville, ce n'est pas l'unique emplacement qui peut être éco-responsable, mais c'est là où ça va être le plus éco-responsable. Les experts de l'immobilier commercial s'accordent pour dire que le taux d'inoccupation des postes de travail de bureau, il est considérable, les espaces de travail sont peu optimisés et la superficie nécessaire est surestimée. Peut-être qu'on ne veut pas aller aussi loin que le gouvernement, par exemple, dans la réduction des superficies. Pour reconsidérer la densité superficie par employé, l'entreprise a intérêt à modifier l'aménagement intérieur en adoptant des nouvelles cultures de travail et en considérant le milieu extérieur et les services qu'il offre comme un prolongement des locaux. Ça va permettre de faire des économies sur le coût au mètre carré. La stratégie consiste à choisir un quartier attractif qui offre des services utiles aux employés à distance de marche et d'opter pour des espaces de travail denses et avec une formule flexible, notamment en matière de bail. Cette stratégie va dans le sens des nouvelles tendances d'aménagement intérieur. Ça prend sans doute un rehaussement de la qualité des espaces intérieurs pour une acceptabilité sociale de la réduction de la superficie par employé. Donc ça veut dire des petits espaces ouverts, beaucoup d'espaces de collaboration et un très grand nombre de salles de rencontres parce que on sait qu'il y a de plus en plus de rencontres qui se font à distance et que ça demande un grand nombre de salles pour que ce soit viable euh, au travail. Deloitte est sans doute l'exemple le plus connu d'entreprise qui est allée assez loin dans cette stratégie-là. Elle a réaménagé ses bureaux pour offrir une grande diversité d'espaces et d'ambiances de travail, avec beaucoup d'espaces de rencontres en personne et en virtuel. Ça voulait dire adopter des bureaux non assignés, passer au sans-papier, avoir des casiers pour les affaires personnelles des employés, avoir des personnes qui vont ramasser les tasses vides sur les bureaux qui ont été oubliées quand les personnes sont parties. Ça va pas sans défi, mais le niveau de qualité des espaces offerts a fait en sorte que les employés sont satisfaits. Et aujourd'hui, Deloitte a considérablement amélioré son taux de rétention. En fait, quand ils font des offres d'emploi à leurs stagiaires à la fin de leur stage, ils réussissent beaucoup plus souvent qu'avant à les recruter euh, depuis qu'ils ont changé leurs locaux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer partout au bureau non assigné, mais juste que pour certaines entreprises, ça peut être une stratégie gagnante. Regrouper toutes les activités de l'entreprise. Pourquoi c'est problématique? Les entreprises ont tendance à regrouper leurs activités. Ça peut être les activités de bureau avec les activités de recherche, de logistique, d'industrie, de vente, de services au public, etc. Puis, on les comprend parce que ça peut représenter des avantages financiers ou opérationnels. Il y a Jean Coutu, par exemple, qui a greffé son siège social à son centre de distribution à Varennes. Par contre, ce regroupement impose souvent de se localiser dans des localisations qui sont aménagées pour la voiture ou encore dans des parcs industriels pour accommoder les activités qui ont le plus de contraintes ou de nuisances et qui sont assujetties à des règles plus strictes au niveau du zonage municipal. Donc bien souvent, le regroupement empêche la localisation éco-responsable. Alors on fait quoi? On va lister les besoins spécifiques de chacune des activités et évaluer vraiment au cas par cas s'il est préférable de grouper les activités ou de les séparer. S'il s'agit de 5 cadres d'une usine, il vaut sans doute mieux qu'ils restent au plus près des activités industrielles et de leur équipe. Mais s'il s'agit d'un grand service administratif qui n'interagit pas avec les activités de production ou d'entreposage, il vaut sans doute mieux offrir à ces employés-là un environnement de travail plus stimulant, quitte à aller visiter les autres locaux régulièrement. L'Olé a décidé il y a 10 ans, en 2015, de déménager son siège social et donc de le dégrouper de son entrepôt situé dans une zone industrielle à Longueuil. Le siège social bénéficie aujourd'hui de locaux prestigieux au centre-ville de Montréal, dans l'ancienne gare Vigée.
Puis ça les rapproche de leur clientèle. Ils sont capables de faire des événements de prestige avec des cours de yoga où les clients peuvent tester le matériel Lolé sur place. Ce genre de choses qu'ils pouvaient sans doute pas faire dans leur ancienne localisation. Prioriser les déplacements automobiles. Les entreprises partent souvent de l'idée que tout le monde vient au travail en auto. Alors elles veulent offrir la meilleure accessibilité possible et vont interpréter cette accessibilité-là souvent comme une accessibilité automobile seulement, ce qui va les amener à choisir des emplacements accessibles par le réseau routier supérieur avec de vastes aires de stationnement. Souvent, plus j'ai de stationnement, plus je suis accessible. On fait un peu ce raccourci-là. Or, ce sont généralement des localisations qui vont être éloignées du bassin d'emploi, des clients, des partenaires d'affaires. Ce sont aussi des localisations inaccessibles pour les personnes qui n'ont pas d'auto ou qui se déplacent autrement qu'en auto. Ça peut être parce que c'est une contrainte financière. Ça, c'est quand même à ne pas négliger pour les entreprises qui vont offrir des salaires assez bas à certains employés. Ça peut être une préférence, ça peut être un choix écologique ou de santé pour arriver de bonne humeur le matin au bureau, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'auto. Et les secteurs aménagés pour l'automobile sont rarement desservis en transport en commun et par des trottoirs et des pistes cyclables. Donc au final, si l'entreprise choisit une localisation qui est uniquement accessible en transport en commun, elle se prive d'une partie de son bassin d'emploi. Les milieux aménagés pour l'automobile ont rarement les qualités d'un emplacement éco-responsable, je disais. Euh, L'éco-responsabilité, elle va demander un virage en faveur des modes actifs et collectifs. Donc ça, c'est la marche, le vélo électrique, la trottinette électrique, le transport collectif. Ces modes-là, ils ont un bien meilleur bilan carbone que l'automobile. Et il y a des études qui montrent que si on garantit le stationnement à destination, on garantit l'auto-solo parce que c'est le moyen de transport le plus simple. Et en plus, c'est encouragé. Donc, ça fait des coûts parce que offrir une case de stationnement par employé, ça prend beaucoup de place. Et une case de stationnement, ça représente à peu près 8 000 $ d'investissement quand on l'aménage en surface, beaucoup, beaucoup plus quand c'est en souterrain. Mais c'est aussi entre 600 et 1 200 $ par an d'entretien par case. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se questionnent sur la taille de leur stationnement, l'utilisation de leur stationnement. D'autant plus que le stationnement a des impacts multiples. Ça prend de l'espace qui pourrait servir à accueillir d'autres activités, des habitations, des espaces publics. Ça accroît les distances à parcourir entre l'entreprise et les activités voisines. Ça rend le milieu moins convivial, c'est minéral, c'est désagréable à longer à pied, c'est peu esthétique. Et en plus, ça fait des îlots de chaleur qui sont particulièrement pénibles pendant les vagues de chaleur l'été. Alors on fait quoi? On vise une accessibilité par tous les moyens de transport et on module l'offre de stationnement en fonction de la localisation choisie. Plus la localisation est accessible par les transports collectifs et actifs, moins on offre de stationnement. Tout ça, c'est possible si et seulement si l'emplacement choisi propose des alternatives crédibles et attractives à l'auto-solo pour le navettage et pour les déplacements professionnels. Donc, ça veut dire une excellente accessibilité en transport collectif, en vélo et à pied. Un cadre de vie de qualité, attractif, invitant, avec de nombreuses destinations à pied. Il y a des expériences de déménagement qui montrent que si on rend plus difficile l'accès à une case de stationnement au travail, par exemple parce qu'on le rend payant, un tel milieu favorise l'acceptabilité sociale du changement. Enfin, il s'agit aussi de mettre en place des mesures de mobilité pour encourager les employés à se déplacer autrement qu'en auto ou à covoiturer. Les centres d'expertise en mobilité, qu'on appelait avant des centres de gestion des déplacements, proposent une foule de stratégies pour ça. Ça va d'offrir des contributions au transport collectif, rembourser une partie ou l'ensemble des abonnements de transport en commun, rendre le stationnement payant à la journée, euh, offrir une plateforme de covoiturage. En tout cas, c'est vraiment varié. Ça, je vous invite à vous rapprocher de votre centre de gestion de déplacement, pardon, je devrais dire centre d'expertise en mobilité,
celui de votre région pour vous faire accompagner aux besoins. Il y a aussi Mobilité, le Centre d'expertise en mobilité de Québec, qui a publié un livre sur cette question-là, qui recense un très grand nombre des stratégies. Je vous recommande sa lecture. Permettre à des employés de ne pas utiliser leur voiture pour se rendre au travail, c'est aussi leur offrir des avantages financiers importants, comme un salaire, une aide non, non listée. Une automobile personnelle, ça représente environ 3 000 à 25 000 dollars par an, tandis que si on combine les autres moyens de transport, c'est beaucoup moins cher. Ça représente des économies annuelles de 4 000 à 19 000 dollars environ sur leur coût de transport, fait que c'est vraiment pas négligeable. Spiria à Gatineau, c'est localisé dans une ancienne église de Hull, à un emplacement ultra accessible en transport en commun. Ils sont même à proximité du futur, peut-être, projet de tramway. Et ils ont développé une culture vélo avec des supports à vélo sécurisés. Ils offrent des douches et des vestiaires sur place et ça leur permet d'économiser sur le stationnement et d'avoir des belles discussions de bureau le midi. Enfin, se rapprocher d'une fraction de ses employés. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises cherchent à se rapprocher du domicile de leurs employés pour limiter le navettage. Mais le problème, c'est que c'est une stratégie risquée et souvent inefficace à long terme. Je vais schématiser pour expliquer. On va prendre l'hypothèse d'une entreprise qui a un emplacement central sur l'image de gauche et qui choisit de déménager au plus proche de la majorité de ses employés qui se trouvent au nord-ouest. Donc là, l'entreprise change sur l'image de droite. Elle est située au nord-ouest, mais le domicile des employés, représenté par les petits bonhommes, ne bouge pas. On voit que les couleurs changent entre la gauche et la droite. À gauche, il y a 8 employés qui utilisent le transport en commun, jaune, et 3 qui utilisent la marche ou le vélo, en vert. Alors qu'à droite, le service de transport en commun ne doit pas être aussi performant pour desservir une localisation excentrée, et il y a un grand nombre d'employés qui doivent se rabattre sur l'auto, en noir. Il y a dans cet exemple-là un employé craqué qui profite du déménagement pour aller au travail en vélo, mais ça reste marginal. C'est plus difficile de se rendre compte des distances parcourues. Les chercheurs identifient une augmentation moyenne de 250 mètres de trajet par personne pour chaque kilomètre d'éloignement du centre-ville. Notre étude de 2017 avait calculé les distances pour différents pôles et à Québec, par exemple, les distances moyennes parcourues par les employés du parc technologique étaient 34% plus longues que celles des employés du centre-ville. En plus, c'est un pari risqué de se rapprocher des employés, ou en tout cas de certains employés, parce qu'il n'y a aucune garantie que ces employés ne vont pas déménager, ni qu'ils restent longtemps à l'emploi. Et après, comment on fait pour être compétitif auprès de tout le bassin d'emploi si on est trop excentré? Alors, on fait quoi? Si je reprends les profils 1 et 3 de tantôt, pour le profil 1, type petit bureau de service, on privilégie de se localiser au cœur de la communauté d'affaires et s'il y a un faible taux de roulement, proche du domicile des employés. Ça veut dire choisir un centre-ville ou la proximité d'une rue commerciale intéressante ou dans un cœur de quartier, par exemple. Pour le profil 3, type grande entreprise, on va privilégier le centre-ville. Mais certaines, parmi les plus grosses entreprises, vont avoir plusieurs locaux dans une même région, pas un seul. À ce moment-là, les autres locaux pourraient être localisés dans des pôles plus locaux pour permettre aux employés de travailler dans l'emplacement le plus proche de chez eux, à condition qu'il n'y ait pas de conditions de collaboration d'équipe qui viennent compliquer un petit peu l'affaire. Donc, ça fait un peu le tour du principal que je voulais vous présenter sur la localisation éco-responsable. Je vous glisse quelques mots de ce qui s'en vient de notre bord par rapport à ce sujet-là. On est en train d'améliorer notre plateforme web et l'auto-certification. Ce qu'on veut faire, c'est offrir à la fin du test des 20 questions un badge numérique pour les adresses éco-responsables et la possibilité clé en main de partager le résultat sur les réseaux sociaux avec un texte qui serait pré-rédigé, qui aurait plus qu'à modifier pour mettre à la sauce de l'entreprise. Ça pourrait être aussi des textes pour le rapport d'activité de l'entreprise si elle veut mettre de l'avant ses bons coups en matière de localisation. On prévoit aussi une campagne de diffusion de la plateforme en septembre 2026. On a besoin de vous pour faire connaître nos outils. Fait que si vous avez trouvé ça intéressant, je vous invite à la relayer dans vos réseaux. Et on offre des formations similaires à celle-ci pour les entreprises entre maintenant et cet automne. Ça peut prendre la forme de conférences, de webinaires, de dîners-causeries ou même d'ateliers pour approfondir le sujet et en favoriser une appropriation plus complète, concrète
par les entreprises ou par les organisations qui viennent soutenir les entreprises, par exemple en développement économique. Ça peut aussi être du service conseil. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations de développement économique présentes aujourd'hui. Donc, si vous voulez qu'on intervienne dans votre programmation auprès des entreprises de votre réseau, contactez-nous pour qu'on puisse organiser ça. Ça nous fera vraiment plaisir. Je vous repartage nos outils. Donc, localisation-écoresponsable.com. Mes collègues devraient vous partager le lien dans le chat si vous voulez juste avoir à cliquer dessus. Je vous recommande de l'essayer dès aujourd'hui. Testez l'adresse de votre bureau. Dites-nous si vous êtes surpris par votre score. Partagez-le avec les entreprises de votre réseau. Je vous rappelle que c'est gratuit et confidentiel. Puis la pochette localisation éco-responsable des bureaux pour aller plus loin et dépasser les obstacles. J'en profite pour remercier nos partenaires financiers du projet, donc le gouvernement du Québec et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Puis le partenaire de notre programmation annuelle, Hydro-Québec. En parlant de programmation annuelle, je vous invite à vous inscrire à notre plus gros événement annuel, les grands rendez-vous collectivités viables. C'est notre 10e édition sur le thème de l'adaptation équitable. Puis, si vous voulez retrouver toute notre programmation, c'est en ligne sur notre site Internet. Je vous remercie de votre écoute et on va prendre les questions. Oui, merci beaucoup, Amandine. C'était vraiment intéressant, instructif. Personnellement, je suis surprise de tout le potentiel qu'a la localisation des bâtiments. Je ne pensais pas que l'impact était si complet. J'en retiens que c'est vraiment essentiel de l'intégrer dans les réflexions stratégiques et organisationnelles des entreprises. On va maintenant donc passer à la période de questions. J'en ai déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas là, à poser vos questions toujours dans l'onglet du bas, dans l'outil chat. Donc, on avait reçu une première question sous forme un peu d'anecdote. Donc, quelqu'un de se partager son expérience quant à la difficulté de trouver des places en garderie et le fait qu'une présence d'un tel service dans une entreprise décentrée est un atout pour l'attractivité des employés. Donc, Amandine, est-ce que dans ce cas-là, où on voit que l'entreprise là, va internaliser un service à ses frais, donc par exemple une garderie, euh, est-ce que dans ce cas-là, c'est toujours pertinent d'opter pour une localisation éco-responsable ou bien le service offert va venir un peu contrebalancer là, les bienfaits de la localisation éco-responsable? Oui, je comprends. Donc, c'est vraiment un cas spécifique parce que là, on parle pas d'un service qui est qu'on peut facilement trouver à proximité. Puis, c'est pas forcément dans les localisations les plus éco-responsables qu'il y a le plus de garderies, de CPE, et encore moins avec des places disponibles. Donc, dans ce cas-là, je pense que ce serait une exception à ce que je vous disais tantôt. Et donc, le fait d'avoir ces services-là internalisés, ça ne nuirait pas du tout au fait que ce serait une localisation éco-responsable. Après, ça dépend évidemment où ça se trouve, mais ce serait pas un critère en soi. Ok, merci. Ensuite, on a eu aussi quelques réactions quant au coût réel du stationnement, là, à savoir est-ce que c'est vraiment le coût réel de la place de stationnement dont on parlait là, entre 800 et 1200, je crois. Est-ce que tu aurais plus d'informations, Amandine, à nous dire à ce sujet-là par rapport au coût du stationnement pour les entreprises? Alors, on a publié plein de données à ce sujet-là. Je vais peut-être laisser mes collègues vous partager les différentes ressources qu'on a. On a documenté dans les derniers mois le coût de la mobilité et notamment le coût de la mobilité automobile. Ce qui nous a permis d'avoir des grands ordres de grandeur. Ce que je vous ai dit, c'était vraiment les coûts par case de stationnement. Fait que ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver, je crois, sur notre plateforme Réduire notre empreinte et dans nos nouveaux outils sur les coûts du stationnement. Les coûts de la mobilité, pardon. Mais oui, Parfait, merci. c'est Ouais, souvent des coûts qui surprennent parce que c'est très élevé, puis on a l'illusion que c'est gratuit, que ça coûte rien. oui, donc en même temps, je vous ai partagé là, le calculateur des coûts de la mobilité que vous pouvez essayer, là, qui est un outil accessible en ligne gratuitement, qui se fait sous forme de quiz. Pour une prochaine question, c'est un peu plus ciblé là, directement sur le cas de la Ville de Québec.
Donc, il serait intéressant de simuler des nouveaux pôles d'installation des entreprises en prenant pour exemple la Ville de Québec, l'axe linéaire Haute-Ville et Sainte-Foy et privilégié pour les bureaux et les institutions d'enseignement. Donc, la centralisation des zones de bureaux augmente le prix des loyers commerciaux. Donc, qu'est-ce qu'on pense de tout ça qui est un peu une spirale, en fait, là, de ce que je comprends, là, d'avoir un axe où on va avoir les bureaux, et là, il y a plusieurs bureaux qui vont venir parce qu'il y a une bonne localisation, mais ça va faire augmenter le prix des loyers commerciaux. Donc, peut-être certains commerces vont devoir quitter pour laisser place à d'autres. C'est plein de questions en une seule. Oui. Euh, c'est vraiment intéressant pour qu'une ville se pose la question des différents secteurs qui offrent des localisations éco-responsables sur son territoire. J'ai beaucoup parlé des centres-villes parce que c'est là où généralement les scores vont être les plus intéressants. Mais c'est vraiment pas les seuls, c'est vraiment pas les seuls, surtout pour les très grandes villes qui ont du transport en commun à haut niveau de service, qui vont vraiment avoir, offrir une accessibilité intéressante avec le transport collectif. Donc là, si on décidait de développer des pôles pour accueillir les bureaux le long des stations du futur tramway, par exemple, on offrirait des localisations qui obtiendraient sans doute des scores assez élevés le long du trajet, même si ce serait inégal d'une station à l'autre, parce qu'il y a des stations qui offrent des milieux de vie complets où on va vraiment aller chercher le maximum de points, le maximum de potentiel d'éco-responsabilité, alors que d'autres vont être excellents en termes d'accessibilité, mais peut-être offrir un milieu de vie moins intéressant. Il y avait la question des loyers. Ça, c'est sûr que on dépend du marché. Fait que là, dès que on pose une contrainte en tant que municipalité sur les lieux, ça peut faire monter les loyers. Si on pose et si on augmente, mais si on augmente l'offre, il y a quand même une grande offre de bureaux dans la ville de Québec. Fait qu'il faudrait peut-être trouver des manières de réduire ces effets pervers-là. On pourrait en parler. Ça m'intéresserait beaucoup de travailler avec la ville de Québec à ce sujet-là. Fait que si vous voulez qu'on s'en reparle plus directement dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est une question qui demanderait quand même une petite analyse un peu plus poussée là, du secteur en tant que tel, de la demande et de l'offre. Prochaine question. Le coût annuel de la congestion ne cesse d'augmenter, ça on le voit souvent. Donc, si on se localise tous au centre-ville, est-ce que ça ne va pas aggraver la congestion? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt justement être dispersé sur le territoire pour réduire la congestion? Oui, c'est l'idée intuitive qu'on a tous de la congestion. Le problème, c'est que, comme je vous le disais, l'éloignement du centre-ville a pour effet d'augmenter les distances parcourues vers l'entreprise. Donc, je vous donnais la statistique. Si une entreprise s'éloigne du centre-ville, elle va augmenter la distance. Je recommence. Elle va augmenter, c'est pas facile à formuler, la distance parcourue par ses employés de 250 mètres à chaque kilomètre qu'elle s'éloigne du centre-ville, ça augmente de 250 mètres en moyenne les déplacements. Donc en fait, il va y avoir plus d'autos sur les routes si on fait ça. Alors que si on choisit des emplacements centraux qui ont une bonne desserte en transport collectif, là c'est plutôt pour les villes qui bénéficient de cette bonne desserte-là, on va avoir plus de monde dans le transport en commun, plus de monde par les modes actifs et donc moins de voitures sur les routes, fait que moins de monde dans la congestion. Fait que non, je pense que la bonne réponse pour limiter la congestion, ce serait au contraire d'avoir un plus petit nombre de pôles, mais très bien desservis par le transport en commun. Mhm. Merci. Donc, de réduire là, les déplacements qu'on est obligé de faire en voiture par manque d'offres, en fait. Euh, donc aussi, on a une autre question qui est comment on peut être bien localisé si notre entreprise a des clients dispersés sur le territoire, là. Donc, par exemple, si on a des clients qui vont de Québec, Montréal, au Saguenay, là, comment on peut s'assurer d'être bien localisé? Oui, ça fait partie des questions qu'on a au début du test, pour obtenir l'indice d'éco-responsabilité, de où se trouvent vos clients, êtes-vous situé à proximité de vos principaux clients? S'il y en a vraiment beaucoup,
C'est intéressant de regarder déjà s'il y a beaucoup des déplacements qui se font, comment se font la majorité des déplacements, s'il y a des déplacements vers d'autres régions, peut-être que se localiser près de la gare, si les déplacements se font en train, ça peut être intéressant, ou un endroit où où la gare est accessible facilement. Sinon, j'opterais vers un endroit qui est le plus accessible depuis l'ensemble du bassin de clients. Et là encore, ça va être à l'intersection des lignes de transport en commun pour les plus grandes villes. Et sinon, pour les autres, à un endroit le plus central possible parce que c'est là où convergent les réseaux de routes aussi. Fait que c'est là que ça va être le plus court pour les déplacements. Merci. Prochaine question là, par rapport aux conditions de travail. Donc, souvent, les gens vont opter pour la voiture pour réaliser une chaîne de déplacement plus complexe, donc travail, garderie, etc. Donc, la voiture vient faciliter cette chaîne-là. Donc, on aimerait savoir si on a des exemples d'entreprises qui ont modifié leurs conditions de travail, par exemple des heures de travail plus flexibles, un changement dans la culture organisationnelle et qui ont eu comme effet d'améliorer le navettage des travailleurs et de rendre moins stressant ce navettage-là là, pour les employés. Navettage entre différents services, là, comme on disait, avec les chaînes de déplacement. Ouf, je pourrais pas vous faire une liste des entreprises, mais c'est sûr il y a plein de stratégies possibles pour faciliter la vie des employés. Déjà, une certaine souplesse dans les horaires, ça permet d'être moins dans les heures de pointe, dans la congestion. Ça permet aussi de faciliter les déplacements et les chaînes de déplacement le soir, par exemple, à la sortie du travail, ou encore le midi. Si on est localisé dans un milieu de vie avec plein de services à proximité, ben, on peut profiter de sa pause dîner pour aller au bureau de poste, aller chercher un médicament à la pharmacie, comme faire des déplacements à pied depuis son lieu de travail au lieu de devoir au lieu de devoir faire ces déplacements-là le soir ou la fin de semaine exprès. Donc, ça va faciliter vraiment les déplacements. Moi, je sais que je fais une partie de mon épicerie le midi aussi grâce à la proximité de l'épicerie depuis mon lieu de travail. Je peux pas faire toute l'épicerie là parce que ça prendrait ça prendrait un frigo juste pour moi, mais une partie pour compléter. Voilà, fait que j'ai oublié le début de la question. Est-ce que j'ai répondu à la question ou peux-tu me la Là, je rappeler? pense que oui, là, vraiment par Ok. rapport justement aux services qu'on a à faire dans notre chaîne de déplacement. Puis je pensais un peu à l'exemple là, que tu viens de mentionner, de pouvoir avoir accès à certains services où on irait peut-être le soir, mais qu'on peut le faire dans une pause au travail ou une pause pour le dîner, là, par exemple. Ouais, ça permet d'en profiter pour prendre une petite marche. Puis quand il fait beau comme ces jours-ci, c'est particulièrement agréable. Mm. Exact. Donc, on a une autre personne qui nous a demandé, est-ce que l'idéal, ce serait pas donc d'avoir des édifices en hauteur avec, par exemple, des commerces de proximité au rez-de-chaussée, des bureaux qui vont être au milieu et des condos dans les étages supérieurs. Donc, de mixer un peu tout ça dans un seul bâtiment. Est-ce que ce serait l'idéal? L'idéal, je sais pas. Je sais pas s'il y a une situation idéale, mais par contre, c'est un modèle intéressant parce on va créer de l'hyper-proximité pour les employés de bureau si jamais l'offre commerciale est adaptée au rez-de-chaussée, évidemment. Euh, oui, c'est intéressant, un peu le modèle du centre-ville de Montréal, finalement, là, de ce que je comprends. Pour ce qui est des logements, on n'en a pas assez, fait que ça, c'est intéressant d'en construire. C'est toujours difficile les projets mixtes, là. Les promoteurs sont souvent frileux à offrir de la mixité, surtout si c'est une triple mixité, là, bureau, commerce logement, ça amène une grande complexité dans les projets, fait que il y a une certaine frilosité, mais ça donne des choses intéressantes. Après, c'est un peu illusoire de se dire que ça va être les gens qui habitent dans les étages supérieurs, qui travaillent dans les bureaux, puis qui consomment dans dans les commerces du rez-de-chaussée, mais ça amène déjà une grande proximité, puis une plus grande chance que ces déplacements-là se fassent à distance de marche, s'il y a une grande diversité commerciale à proximité. Fait que oui, c'est intéressant. Ok, merci. Puis, un peu plus tôt, là, dans la présentation, on a abordé la question de responsabilité territoriale. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus?
Oui, donc la responsabilité territoriale, c'est l'idée que l'entreprise a une responsabilité par rapport à l'endroit où elle choisit de localiser ses bureaux et à l'impact que va avoir cette localisation-là sur son environnement. Donc, c'est l'impact pour ses employés, ça on en a abondamment parlé, mais l'impact aussi pour le tissu économique. On a dit que quand on se localise à distance de marche de services de proximité, ben, le fait d'amener des employés au bureau, ça fait vivre des commerces, fait que là, c'est intéressant pour le chiffre d'affaires de ces commerces-là, dont on assure un marché. Puis c'est aussi une responsabilité territoriale pour la collectivité en général, parce que ça va être intéressant d'avoir des bureaux à distance réduite des grands bassins de population qui peuvent contribuer à la vie économique, aux activités économiques locales. S'il y a des périodes où on rend piéton la rue et que les entreprises contribuent d'une façon ou d'une autre, il y en a qui accueillent des événements dans leurs locaux, dans leurs salles de réunion quand ils ont des grands espaces et qui contribuent vraiment à la vie locale. Fait que tout ça, ça fait partie de cette responsabilité territoriale que les entreprises peuvent assumer, notamment en étant bien localisées. Merci. Puis là, on a parlé tout à l'heure de la ville de Québec, on a parlé de peut-être le modèle un peu plus montréalais avec les bâtiments plus hauts. Il y a quelqu'un qui nous demande si c'est possible d'avoir des entreprises bien localisées dans des milieux plus petits. Puis cette personne nous mentionne aussi là, que dans certaines entreprises, on a mis par exemple en place des programmes de covoiturage, de navettage qui aident en région ou dans des milieux justement plus petits où le transport en commun est moins performant. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus sur est-ce que c'est possible d'être bien localisé dans un petit Oui, milieu? bien sûr, heureusement. Oui, 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 absolument. Il y a juste un peu moins de bureaux dans les plus petits milieux. Voilà, on en parle un petit peu moins. Mais c'est la même logique de localisation plus centrale, très accessible. Puis si on peut pas aller vraiment vers du report modal en faveur de la marche du vélo électrique, etc., ben juste réduire les déplacements, réduire la longueur des déplacements en voiture, ça fait partie de la stratégie éco-responsable. Aller vers des solutions de covoiturage aussi, ça peut diviser par deux le nombre de voitures sur les routes et dans les stationnements des entreprises. Ça aussi, c'est des stratégies vraiment à l'appui de localisation éco-responsable. Donc oui, non, c'est pas juste une histoire de grande ville, c'est juste que euh, il y a plus de critères pour les grandes villes, mettons là. Mais pour les petites villes, ça va généralement être dans le centre-ville ou dans des pôles assez proches du centre-ville dans lesquels se concentrent les bureaux, mais qui offrent aussi des milieux de vie complets. Parfait. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir répondu aux nombreuses questions. Malheureusement, on va devoir s'arrêter ici pour la période de questions. C'est tout le temps qu'on a, mais merci à toutes les personnes qui nous ont soumis des questions. Désolée si on n'a pas pu toutes les prendre. Euh, donc, dès maintenant, si vous souhaitez pousser la réflexion plus loin en ce qui a trait à la localisation des entreprises, n'hésitez pas à nous écrire. On peut offrir cette conférence-là dans le cadre de votre programmation de formation pour les entreprises de votre réseau, comme Amandine l'a mentionné un peu plus tôt. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence et à bientôt dans le cadre de nos prochaines activités. Bon après-midi. Merci à tous.